L'ultimatum de Donald Trump. L'échéance est fixée à 20 heures, heure de la côte Est, aujourd'hui. Il a déclaré dans son message qu'une civilisation entière mourrait ce soir, sans jamais pouvoir renaître. « Je ne veux pas que cela arrive », a-t-il dit, mais cela arrivera probablement. Et Larry, voici le dernier échange que Fox News a eu avec Donald Trump. Ils lui ont parlé il y a quelques instants, et voici ce qu'ils ont rapporté. Je viens de raccrocher avec le président. Il a appelé et je lui ai dit « Écoutez, si vous deviez estimer les chances, quelles sont les probabilités que cela se termine par un accord négocié ?» Il a répondu qu'il ne voulait pas donner de probabilité, mais que 20 heures, c'est confirmé, c'est ce qu'il a dit. Il a ajouté que si on en arrive là, il y aura une attaque comme ils n'en ont jamais vu. Il s'en tient à cela pour le moment. Il a précisé que si les négociations avancent aujourd'hui et qu'il y a quelque chose de concret, cela pourrait changer. Mais à cette heure, il ne voulait pas donner de probabilité. Il a dit qu'il poursuivait les plans qu'ils ont établis. C'est un point très important. Évidemment, nous pensons tous qu'il dit cela pour faire passer le message. Ne faites pas ça. Il affirme qu'il ne veut pas le faire, mais pour l'instant, il s'y tient et dit que cela pourrait bien arriver s'ils ne viennent pas à la table des négociations. Tu sais ce qui est vraiment étrange, Larry? Dans toute cette négociation dont il parle, il n'y a aucune négociation du côté des Iraniens. Il n'y a aucune discussion. Bingo. Bingo. Vous écoutez un homme qui évolue, et pas seulement Donald Trump. Ce présentateur de Fox aussi, qui devient de plus en plus frustré, de plus en plus exaspéré que les choses ne se soient pas passées comme il l'avait imaginé. Et je soupçonne que c'est comme Hegseth le lui avait prédit. Peut-être pas le général Keane, mais Hegseth était probablement tout aussi flagorneur, lui disant que tout irait bien, que tout serait formidable, que ce serait vite réglé, comme n'importe qui d'autre dans l'administration. Et même Trump lui-même, car ils sont faits du même bois, Pete et Donald. Ce que vous voyez, c'est un président qui ne sait pas comment s'en sortir. Il n'a aucune idée de la façon de s'en sortir. Il vient de subir une défaite tactique colossale dans le désert. Je pense que Larry Johnson et d'autres l'ont très bien analysé. J'ai entendu certaines des mêmes choses, mais je crois que nous avons perdu pas mal d'appareils et je pense que nous avons perdu des soldats. Et il n'est pas honnête à ce sujet. Il ne le dit pas au peuple américain. Il ne le dit pas au Congrès que cela s'est produit. Il a subi une défaite en pleine figure. Tout cela avait été conçu comme une mission spéciale liée au réacteur nucléaire. Et Archigas, dans ses remarques à Istanbul, mon Dieu, qu'il avait l'air fatigué. Je ne crois pas l'avoir jamais vu aussi fatigué. Et je le suis de près depuis environ 6 mois. Il avait simplement l'air épuisé. Et il ne butait pas sur ses mots, mais il les articulait un peu difficilement et cherchait le bon mot en anglais. Je ne l'avais jamais vu faire ça. D'ordinaire, il est très très soigné dans son expression. Il est manifestement fatigué, extrêmement fatigué. Je ne lui en veux pas. Mais il disait qu'il n'avait pas attaqué un réacteur nucléaire. Ils ont attaqué les Nations Unies. Ils ont attaqué l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils ont attaqué le traité de non-prolifération. Ils ont attaqué le droit international. Ils ont attaqué un pays qui respecte tous ses engagements en matière d'énergie nucléaire. C'est cela qu'ils ont attaqué. Vous devez comprendre qu'il s'agit d'un État voyou. Il est en train de déchirer tout ce que nous avons construit dans le monde et que nous appelons le droit international sous vos yeux. Et il ne l'a pas dit. Il le ferait probablement plus tard. Il répondait à des questions. Et maintenant, nous nous préparons, après l'avoir annoncé, selon Donald Trump en tout cas, à perpétrer un autre génocide. Et notez bien que je dis un autre génocide,
car sans les États-Unis d'Amérique, le génocide à Gaza n'aurait pas pu être mené, pas de la manière dont il l'a été. Nous nous apprêtons donc à perpétrer un second génocide sous la présidence d'un second président. Et celui-ci vient de l'annoncer à tout le monde, d'un bout à l'autre de la planète. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru voir de mon vivant. C'est Hitler revenu sous la forme d'un Américain. This is Hitler come back as an American. Larry, tu as mentionné l'opération. Hier, Donald Trump a essayé de défendre l'idée que cette opération avait été un succès. Mais tu as dit que tu pensais qu'il s'agissait d'une sorte de raid en Iran. It was, and it featured multiple C'était le cas, et cela mettait en scène plusieurs avions C-130, à la fois des ravitailleurs et des transports. Il y avait des Black Hawks, il y avait, comme nous l'avons vu, une couverture aérienne, des F-15 en l'occurrence. Il y avait des Little Birds, probablement des OH-6, vous savez, comme ceux que je pilotais au Vietnam, par exemple. Beaucoup plus modernes et vraiment high-tech aujourd'hui. Mais cela comprenait tout ce que l'on pourrait s'attendre à voir utilisé par Delta ou la SEAL Team 6 ou les deux ensemble. Et cela a échoué. Ça n'a pas fonctionné. Tout ce à quoi je pouvais penser, j'écoutais Larry en parler, mais je l'avais déjà entendu d'un autre homme. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le désert. Vous vous souvenez du désert sous Jimmy Carter, quand nous avions le grand hélicoptère, le bus. Les bus, Yeah, it was called Eagle Claw, I think. Oui, Operation Eagle ça s'appelait Eagle Claw, je crois. L'opération Eagle Claw. Oui, et ce fut un désastre. Mais nous l'avons reconnu. Nous avions un président à la Maison-Blanche qui n'allait pas mentir à ce sujet. Nous l'avons reconnu et nous avons annulé l'opération. Nous ne l'avons pas poursuivi. Le Major Meadows est resté coincé en Iran. Je connaissais le Major Meadows. Il a dû s'échapper par ses propres moyens d'Iran parce que c'était lui qui devait les rencontrer à l'endroit où la plupart des otages étaient détenus, leur présenter le site, les guider à l'intérieur et tout le reste. Donc, c'est un désastre qu'il cache. Il le cache. Je n'ai entendu aucun véritable compte-rendu ni témoignage sur ce qui s'est réellement passé. Je soupçonne aussi que quelques personnes sont mortes. nous avions, je ne sais pas si vous avez vu, nous avions une dame, les documents d'une dame dans cette scène. Ils étaient en train d'ouvrir les documents. Laissez-moi lancer la vidéo ici, car elle montre les documents qu'ils étaient en train de... Voici le moment où ils trouvent le document. Vous pouvez voir la dame, Amanda M. Ryder. Plus personne ne parle d'elle. Son nom n'est même plus aux États-Unis. Je ne peux pas imaginer qu'ils aient amené quelqu'un comme ça. Elle avait l'air d'une civile à mes yeux. Elle ne ressemblait pas à une militaire. Donc, à moins qu'elle ne soit une experte nucléaire ou quelque chose du genre, ils ont dû estimer que ses compétences étaient nécessaires. Elle était titulaire d'un visa B2. Vous savez, le visa pour les touristes, les personnes qui vont visiter Israël. Et elle faisait partie de cette opération. Oui, chaque fois que tu vois quelque chose se passer en Iran, sur le terrain en particulier, mais souvent aussi dans les airs, tu peux être sûr qu'Israël est impliqué. Compte sur Israël pour être une partie intégrante de l'opération d'une manière ou d'une autre, soit en fournissant du renseignement, soit en participant directement à l'action militaire. Ils seront là. Et d'ailleurs, je suis sûr que tu allais me poser la question, mais la situation au Liban semble pire qu'en 2006 en ce moment. Ils se font complètement battre. Donc tu as l'Iran. Oh, Trump ferait bien de tenir sa promesse. Israël bombardé sans relâche par des missiles venus d'Iran. Tel Aviv m'a été décrite aujourd'hui par un habitant de longue date de la ville comme étant en feu.
Et tu as le Liban, et tu as Gaza qui n'est pas réglé. Israël n'a pas l'air en très bonne posture. Israel is not looking too good. Larry, quand tu regardes la situation en ce moment, Donald Trump qui parle de mettre fin, tu sais, en disant qu'une civilisation entière va mourir ce soir, qu'est-ce que ça t'évoque? Parle-t-il d'armes nucléaires? Parce qu'on a déjà entendu le même genre de rhétorique avec J.D. Vance. Il est en Hongrie. Il a dit qu'il s'y trouvait. Je ne sais pas s'il va aider Orban en Hongrie, parce qu'en ce moment, personne n'aime Donald Trump. Personne ne l'aime non plus. Oui, exactement. Et en quoi cela va-t-il être utile à Orban? Mais en mettant cela de côté, quand il dit que nous avons des outils qui n'ont pas encore été utilisés, je pense que le seul outil dont il parle est quelque chose d'aussi énorme qu'une bombe nucléaire. Quelle est ton interprétation de cela? Eh bien, j'ai écouté John ce matin, John Mearsheimer. Je crois qu'il était dans l'émission du juge. Je connais assez bien John. Il avait utilisé l'image de l'échelle de l'escalade il y a quelques mois, peut-être des semaines, mais sans doute des mois maintenant, et il parlait de nous situer sur le premier barreau ou le suivant, ou peu importe. À ce moment-là, John n'était pas prêt à aller jusqu'au bout, si l'on peut dire, jusqu'à l'usage des armes nucléaires. Cette fois, il était un peu plus prudent, mais il était aussi, comme moi, vraiment inquiet, je crois. Et lorsqu'il s'est agi de décrire ce que faisait Trump, je ne pense pas avoir jamais entendu un langage aussi fort de la part du professeur Mearsheimer à propos de ce que Trump avait dit dans son annonce. Il a déclaré qu'il allait commettre un génocide. C'est aussi clair que ça. C'est aussi simple que ça. Il dit qu'il va éradiquer un peuple. Eh bien, ce n'est pas très éloigné de cette déclaration si l'on pense qu'il est sérieux à propos de l'usage des armes nucléaires, car il ne va pas les éradiquer par des moyens conventionnels. C'est tout simplement impossible. Il pourrait s'y acharner pendant 10 ans sans y parvenir. Il pourrait les mettre à genoux et les amener enfin à dire « Tu sais quoi, j'abandonne ». Je ne pense même pas qu'il y arrivera, même s'il persiste indéfiniment. Et il va manquer de beaucoup de ce dont il a besoin pour le faire. Mais avec les armes nucléaires, ce serait une toute autre dimension. Et cela impliquerait la Russie, la Chine et plusieurs autres puissances. Le Pakistan me vient immédiatement à l'esprit, dans le conflit. J'ai écouté Sergei Lavrov parler. On lui a posé une question. Il est à Istanbul, je crois. Le mot Istanbul était affiché sur le panneau derrière lui. Ils lui ont posé une question depuis le public. Croyait-il que la proposition de Bahreïn pour le contrôle du détroit d'Ormuz était une bonne idée? Il n'a même pas scellé. Non, ce n'est pas le cas. Cela me dit qu'ils savent exactement ce que pense l'Iran et que l'Iran sait exactement ce qu'il pense. Nous envisageons donc la possibilité, si Trump devait utiliser des armes nucléaires de manière massive contre l'Iran, je ne pense pas que le reste du monde resterait les bras croisés. Je pense que nous serions probablement partis pour une escalade avec des concurrents, principalement la Russie et la Chine, se tournant vers leurs arsenaux, vérifiant leurs capacités, se préparant, parce que c'est tout simplement un pas de trop. Ce n'est pas quelque chose dont on devrait parler, même sous forme de menace, comme le fait Donald Trump. Mais c'est pourtant de cela que les gens parlent maintenant, les gens sérieux, qui se demandent ce qu'il a bien pu vouloir dire par ce commentaire. Ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon du tout. Et je pense que nous avons vu que ce que nous avons actuellement comme président frôle la maniaquerie, frôle la mégalomanie. Nous connaissons le narcissisme. Nous connaissons tout ce que les psychiatres et les psychologues ont dit à propos de Donald Trump. Mais je pense que ce que nous voyons maintenant, c'est une véritable mégalomanie.
Je pense qu'il a perdu la tête, comme on disait autrefois. Il a complètement perdu la tête. Et il n'y a personne autour de lui pour le retenir. J.D. Vance ne le fera pas. J.D. Vance n'a pas le courage de le faire. Personne d'autre ne le fera. Thune ne le fera pas. Johnson ne le fera pas. Johnson est trop occupé à espérer la venue de l'Armageddon. On ne pourrait pas inventer ça. Ces gens prennent Jésus et cette guerre pour Jésus très au sérieux. Des gens comme Johnson, des gens comme Ted Cruz. Et Trump, lui, se moque complètement de Jésus. Je doute même qu'il sache écrire son nom. Mais il s'en sert, et il en est arrivé au point où il a rassemblé derrière lui toutes sortes d'alliés différents. Des brutes, des indifférents, des idiots, des crétins grossiers, des fanatiques religieux, et il s'est accroché, comme par un cordon ombilical, à la personne dans le monde qui lui ressemble le plus, Bibi Netanyahou. Pas en termes de stupidité, parce que Bibi est plutôt intelligent, mais en termes de crétinisme et de tendance à la mégalomanie, de plus en plus marquée à mesure qu'il devient désespéré face à sa propre situation personnelle. Et il est désespéré maintenant, parce qu'Israël est Nima. Israël est en train d'être détruit. Il est en train d'être détruit sur plusieurs fronts. Cela doit aussi tourmenter Trump dans une certaine mesure, car j'imagine que certains de ces grands milliardaires juifs américains et d'autres ultra-sionistes exercent des pressions sur lui quant à ce qu'il doit faire et continuer à faire vis-à-vis de l'Iran. Ils le soutiennent, le poussent fortement, parce que c'est ce que veut Netanyahou. Il veut que l'Iran soit dans un chaos absolu, désorganisé, en plein désordre, que tous ses missiles balistiques soient repérés et détruits, que tout son uranium soit repéré et détruit. C'est ce que veut Israël. En même temps, il veut la destruction du Liban, il veut Gaza, il veut la Cisjordanie, il veut tout Jérusalem. C'est une sacrée combinaison de voleurs et de meurtriers. Je pense que le langage qu'utilise Donald Trump est similaire à celui qu'utilisait Benjamin Netanyahou avant lui. C'est comme une chambre d'écho. Oui, exactement. Mais la différence, Larry, c'est que lorsque tu représentes un pays comme les États-Unis, c'est une immense responsabilité en tant que président. Ce n'est pas seulement Israël. Tu sais, Netanyahou peut dire ce qu'il veut. Mais en tant que président des États-Unis, la manière dont tu t'exprimes est importante. Tes mots, tes émotions. Et c'est extrêmement problématique, parce qu'il voit les États-Unis, il ne voit pas Donald Trump lui-même. En ce moment, Donald Trump est le visage des États-Unis, le chef de l'État. Il a le pouvoir d'utiliser les armes nucléaires. C'est pour cela que c'est si important. Personne d'autre n'a un tel pouvoir. C'est là le problème. La principale inquiétude pour les gens qui entendent Donald Trump parler de cette façon. Permettez-moi de dire deux choses. Premièrement, ne sous-estimez pas Bibi Netanyahou. Il est aussi dangereux que Donald Trump à sa manière. Il est capable d'utiliser une ou deux armes nucléaires lui aussi. Ce serait amusant, n'est-ce pas? Israël en lançant quelques-unes et les États-Unis quelques autres. Je ne sous-estime donc pas Netanyahou, ni pour la région, ni pour sa capacité à influencer les relations internationales et la sécurité mondiale. Lorsqu'on les met ensemble, on obtient vraiment une combinaison qui s'alimente d'elle-même, d'un côté, puis de l'autre, encore et encore. Et ils se nourrissent aussi de leur propre désespoir. Les deux hommes sont très désespérés en ce moment. Et cela me choque quand je me demande, mon armée permettrait-elle à ce président de lancer des armes nucléaires contre un autre État? Et je ne peux pas répondre catégoriquement non. C'est une pensée très troublante. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais envisager cela. Je n'aurais jamais cru qu'un président utiliserait une arme nucléaire dans une autre circonstance que celle d'une attaque nucléaire préalable. C'est ainsi que je voyais les choses pendant toute la guerre froide.
Nous n'initierons pas l'usage d'armes nucléaires, malgré ce que nous avons fait contre le Japon. Nous ne prendrons pas l'initiative. Nous ne ferons que répondre. Et c'est cela, notre dissuasion. C'est pourquoi nous devons posséder beaucoup d'armes, car elles seront détruites lors de la première frappe, et nous devons en avoir suffisamment pour riposter. C'est ce qui assure la dissuasion. Maintenant, comme vous venez de le suggérer, je regarde non seulement Bibi Netanyahou, un important allié non membre de l'OTAN en Asie du Sud-Ouest, qui pourrait utiliser une arme nucléaire, mais aussi la possibilité que nous participions à cette action. Possibly using a nuclear weapon, but us joining it. And if my military Et si mon armée ne se dressait pas contre ce président pour dire non, pour partir, pour refuser d'exécuter, eh bien, je n'en suis plus si sûr. Je n'aurais jamais cru que tant de ceux qui ont exécuté ce que nous avons fait jusqu'à présent l'auraient fait. Je n'aurais jamais cru que ces navires auraient tiré ces Tomahawks sur cette école. Et l'excuse selon laquelle ils ne savaient pas ne tient plus pour moi, car j'ai vu la vidéo de la caméra embarquée montrant ces Tomahawks s'approchant de cette école, ce qui est clairement une école. Et d'ailleurs, ils ont attaqué bien d'autres cibles qui constituent tout autant un crime de guerre que cette école. Je n'aurais jamais pensé que mon armée participerait à cela, dans la mesure où elle l'a fait jusqu'à présent. Alors, que dois-je conclure de leur volonté de participer à la destruction d'une autre civilisation par Donald Trump? participate in Donald Trump's destroying another civilization?